Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les titres, cet aléa dans le chantier du tram de Tours. Un gros aléa qui va changer un temps, en tout cas, le visage de deux places emblématiques du projet tram, Choiseul et Anatole France, ainsi que le pont Whitson. Les pavés prévus pour les équiper sont trop glissants pour la circulation automobile. Certains pavés sont déjà cassés, un enrobé va les remplacer. Le tribunal administratif d'Orléans a été saisi. Le projet de loi sur le mariage pour tous, son premier article adopté par le Sénat. Il concerne le mariage pour tous en tant que tel. Et cette question ce soir, où en est la mobilisation des anti et surtout dans les rangs des opposants, qui retrouve-t-on? Eh bien parfois des mouvements identitaires. Et puis le Tour du Loir-et-Cher, événement sportif d'envergure dans le 41, 860 km à parcourir à vélo jusqu'à dimanche. La première étape reliée aujourd'hui de Blois à Nouan, le Fuselier. On ouvre donc ce journal avec ce sérieux aléa dans le chantier du tram de Tours qui pourrait ternir l'inauguration du tram. Les pavés français prévus pour équiper les plages Choiseul et Anatole France ainsi que le pont Wilson sont tout simplement défectueux, trop glissants pour la circulation automobile, trop friables. Ils vont être remplacés temporairement par un enrobé. C'est le visage des places qui pourrait s'en trouver modifié. Le tribunal administratif a été saisi. Jérôme Alain. Sur les pavés, la glissade et déjà les trous. C'est ce que veut éviter Cité Tram sur les zones circulées de la place Choiseul. En tout, entre Choiseul et la place Anatole France, ce sont pas moins de 4600 mètres carrés de pavés qui ne seront pas posés ou démontés, en l'occurrence en bas de la tranchée, mais seulement à chaque fois sur les zones de circulation. Cité Tram vient de saisir le tribunal administratif d'Orléans pour tenter d'avoir une explication sur cette non-conformité. Nous allons diligenter une expertise, un référé expertise, pour permettre de comprendre et d'associer à cette compréhension les responsabilités et en fonction de ça, de prendre des décisions. Donc là, je ne tourne pas en rond, c'est que je suis incapable de répondre à cette question, de savoir si il y aura des pavés sur les zones que nous sommes en train de démonter et sur les autres zones et quand. Une chose est sûre, l'enrobé de substitution de couleur claire sera mis en place avant la fin avril sur la place Choiseul et place Anatole France. Avant fin juin sur le pont Wilson, en tout cas ce matin sur la tranchée, la nouvelle fait un peu sourire. On paye des gens très compétents pour ça et peut-être trop cher du coup, parce qu'ils n'ont pas su trouver les bons pavés par exemple. Voilà. Florian, lui, est usager de deux roues et son commerce de personnalisation de casques moto est aux premières loges des travaux. Il avait déjà constaté la glissance des pavés et le mauvais état de la route quelques semaines seulement après les aménagements. Ça a été posé très bizarrement, il y a déjà des défauts sur la chaussée, sur les pavés qui ont été montés très récemment. Donc oui, je pense que c'est une bonne idée d'enlever ces pavés. C'est très joli, mais je ne pense pas que c'est adapté pour un passage routier intensif. Cité Tram assurait ce matin que ce contretemps n'aurait pas d'impact sur les tests du tramway entre la tranchée et le terminus sud de la ligne, prévu lundi prochain dans la journée. Sécurité routière et ce chiffre en Indre-et-Loire. On recense en moyenne 700 salariés blessés par an du fait d'accidents de la route sur leur trajet domicile-travail. Cela représente 40 000 journées de travail perdues, conséquence des arrêts de travail. L'association PSRE, pour promotion et suivi de la sécurité routière en entreprise, tire la sonnette d'alarme. Elle organisait une table ronde hier soir avec plusieurs grandes entreprises implantées en Touraine. Romain Delville. 50% des accidents mortels du travail interviennent quand le salarié est sur la route. Et 50% de ces accidents ont lieu entre le domicile de l'employé et son lieu de travail. C'est sur ce constat que des responsables de SKF, Michelin et ST Microélectronique sont présentés leur plan de déplacement d'entreprise. Ligne de bus interne ou encore la location de vélos à assistance électrique. C'est le cas par exemple dans l'entreprise ST Microelectronics, une disposition qui plaît aux salariés qui résident à 10 km aux alentours de l'entreprise. C'est 3 vélos classiques, la voiture n'est pas très utile. Techniquement, il fonctionne en fait quand on appuie sur les pédales, c'est pas un cyclomoteur. Donc l'effort du cycliste reste toujours prépondérant et c'est justement quand il apporte son effort physique que le vélo l'aide. Alors il permet d'augmenter la distance parcourue. Ces témoignages convergent aussi vers la promotion du covoiturage pour se rendre et repartir du travail. Chaque année en Indre-et-Loire, ce sont en moyenne 700 salariés blessés dans des accidents de trajet, 40 à 50 invalidités permanentes et 2 à 3 décès. L'association d'entreprise Promotion et Suivi de la sécurité routière en entreprise regorge de membres confrontés à cette situation de fait.
des risques d'accidents sans cesse, des petits pets, etc. Mais bon, qui auraient pu tourner plus mal. Voilà. Donc j'en ai bien conscience. En plus, j'étais chef d'établissement sur la région Tourangelle. Donc j'ai vécu aussi par le côté statistique, si je puis dire, hein, des statistiques des ressources humaines, l'absentéisme qui était généré par ces trajets. Et vous savez, après, que quelqu'un soit absent parce qu'il a été blessé au travail ou parce qu'il a été blessé sur la route, il est absent quand même, quoi. Depuis le début de l'année, 10 personnes sont mortes sur les routes du département. Et Michael Sibillo, sous-préfet chargé de la sécurité, de préciser qu'aucun n'a eu lieu sur ce type de trajet. On en sait un peu plus sur les contours du projet de loi sur la moralisation de la vie politique. François Hollande les a dévoilés ce matin lors d'une intervention surprise. Un projet de loi qui comprendra la création notamment d'un parquet financier à compétence nationale pour les affaires de corruption et de grande fraude fiscale et la création également d'une haute autorité chargée de contrôler le patrimoine des ministres. Des ministres qui vont donc devoir rendre public leur patrimoine le 15 avril. Nous vous en parlions hier. Marisol Touraine avait choisi d'attendre la date officielle pour le dévoiler. Mais elle l'a fait ce matin sur RTL, Marisol Touraine, qui paye l'ISF. Écoutez la ministre. Oh, mais si vous souhaitez, je peux vous donner mon patrimoine. Je suis propriétaire avec mon mari d'un appartement dans le 13e arrondissement. Je suis personnellement, par ailleurs, propriétaire d'autres biens immobiliers que j'ai acquis d'ailleurs avec des emprunts qui courent toujours. Je suis donc redevable de l'ISF. Je n'ai pas d'avoir mobilier, pas de compte d'actions, de choses comme ça. Et mon patrimoine personnel s'élève à 1 400 000 €. Et puis dans ce projet de loi figure également l'obligation pour les têtes d'exécutif de dévoiler leur patrimoine. Cela veut dire que les maires, les présidents de conseils généraux ou régionaux seront contraints par cette loi si elle est adoptée. Un anniversaire, un triste anniversaire d'un événement qui est encore dans la mémoire des Tourangeaux, l'effondrement du pont Wilson. Cela fait 35 ans qu'une partie de ce pont a chuté dans la Loire, un pont emblématique construit à la fin du XVIIIe siècle à la demande du roi. Historiquement, le premier pont de France à tablier plat. Retour sur ce fait de 1978 avec Anaïs Michaud. Dimanche 9 avril 1978, 9h27. Une pile du pont s'affaisse lors du passage d'une voiture. C'est le début d'une lente agonie qui durera jusqu'au 3 mai. Au total, 4 piles effondrées, soit un peu plus d'un quart de l'ouvrage. Pour les Tourangeaux, c'est un vrai choc. Cet effondrement était presque vécu comme un deuil. Les Tourangeaux ont cru assister à la mort, c'était même indiqué dans les journaux de l'époque, c'était la mort du pont, et ça s'est fait en direct. Résultat de la lente érosion des piles par le mouvement de l'eau, cet effondrement fait suite à un premier en 1778 pendant sa construction, puis un second en 1789. Mais le troisième est le plus impressionnant puisqu'il s'est déroulé sous les yeux ébahis des journalistes qui ont relaté l'événement jusqu'en Russie, et de ceux bien sûr des Tourangeaux amassés. Oh bah, c'est vrai que ça fait un drôle d'effet. Je dois vous dire que tout de suite on pense, on se dit oh là là, mais heureusement qu'il n'y avait pas une voiture ou des gens au moment où ça s'est effondré. Ah oui, oui, la tristesse, que c'était le pont le plus joli de Tours. Un pont qui servait au transport des voitures bien sûr, mais aussi de l'eau et des câbles téléphoniques. Les Tourangeaux ont eu la désagréable sensation de se sentir à nouveau en période de guerre, sans eau, sans communication et avec un pont effondré. Dès lors, la solidarité s'organise afin que chacun soit ravitaillé. Ça a duré un bon mois. On s'est arrangé. J'avais une femme de ménage qui me descendait de l'eau parce qu'elle habitait en dehors de la ville. Donc elle me descendait des jerrycans d'eau. Ensuite, Jean Royer proposera un référendum pour que les Tourangeaux choisissent entre un pont métallique, un pont en béton, une restauration à l'identique et une reconstruction en béton armé avec un parement pour lui rendre son aspect initial. C'est cette quatrième option qui remportera le plus de suffrages. Le pont Wilson représente lui-même toute l'histoire de la ville de Tours et toutes les vicissitudes qu'aura connues la ville de Tours, et à chaque fois, il ressort de ses ruines. Un phénix sans qui Tours n'aurait plus le même visage, mais pour les plus attentifs, un détail permet de voir les marques de l'histoire. Sur les parties reconstruites, la pierre n'a pas tout à fait la même couleur. Le mariage pour tous, voté par les sénateurs, 179 voix pour, 157 contre. Il s'agit du premier article du projet de loi qui a été voté, celui qui ouvre le mariage à tous, voté sans modification. Cet article donc ne repassera pas devant l'Assemblée nationale. Mais du côté des anti-mariages pour tous, on continue la mobilisation. Et cette question, qui retrouve-t-on dans les manifestations? Eh bien, des gens lambda, des élus, mais aussi des membres des groupes identitaires qui entendent radicaliser le mouvement. Sabrina Meloult.
Lundi 8 avril, le cortège de la Manif pour tous défile devant le palais de justice à Tours. S'il est impossible de les identifier, Vox Populi, le groupuscule identitaire d'extrême droite, se trouve dans ce cortège. Noyés dans la masse, pas de banderole à l'effigie de leurs idées ultranationalistes. Et pourtant, ils ont toujours été présents dès les premières manifestations. Écoutez, je pense que quand on accueille dans le cortège de la Manif pour tous des musulmans en première ligne, on peut accueillir aussi des acteurs de l'UMP ou des militants de Vox Populi. Si on rassemble le peuple, on rassemble le peuple tout entier. On ne fait pas de ségrégation. Il y a une délégation de Vox Populi qui est venue lundi en tant qu'individu. Nous ne sommes pas venus avec une banderole Vox Populi, nous sommes venus en tant qu'individu. Mais Vox Populi n'est pas le seul à radicaliser le mouvement anti-mariage pour tous. Depuis plusieurs mois, une autre association a pris racine en France. Elle s'appelle le Printemps français et elle aussi s'infiltre dans les cortèges de la Manif pour tous. Et lorsque la question des rapprochements avec Vox Populi se pose, comment le Printemps français se positionne-t-il face à ces ultranationalistes? La réponse est sans équivoque. Les membres de leur association sont bienvenus dans ce que nous faisons. Simplement, vous voyez, une association, un but. Il se trouve que c'est un groupe qui participe beaucoup à la vie locale à Tours, qui fait de très bonnes choses et qui peut être amené à participer voilà, de manière libre à ce que nous faisons. Un discours clair qui gêne clairement le collectif Mariage pour tous. Débordements, violences, autant de réalités que l'on voit souvent chez ces groupuscules identitaires. Si Antoine de Béranger n'ignore pas leur présence, il la désapprouve fortement. Ça nous dérange. Pourquoi? Parce que la Manif pour tous est un collectif de 37 associations et qui regroupe énormément de tendances politiques, de religion, de gens. Enfin, c'est un mouvement qui est complètement apolitique et aconfessionnel. Donc il y a des gens de tous horizons qui sont avec nous. Maintenant, nous ne souhaitons pas nous associer à des personnes qui pourraient avoir des comportements qui n'entrent pas dans le respect de la personne ou des biens. Antoine de Béranger le sait, il ne peut pas empêcher ces ultranationalistes de se joindre à leur cortège. Et au lendemain de l'adoption du projet Taubira par les sénateurs, le combat des Antilles est loin d'être terminé. Le sport et du cyclisme. Le Tour du Loir-et-Cher s'était lancé aujourd'hui depuis Blois. Jusqu'à dimanche, ce sont 860 km qui seront parcourus. 54e édition de l'événement. Les coureurs ont relié aujourd'hui Blois à Nouan-le-Fuselier. Au total, 173 km à parcourir. Brian Bock. L'attitude plutôt décontractée, ils étaient ce midi 162 coureurs à se lancer sur le Tour du Loir-et-Cher. Aujourd'hui classé à l'UCI, le Tour est devenu incontournable pour les jeunes cyclistes. Ça permet de se faire remarquer et puis pourquoi pas passer à l'étage supérieur si on réalise des bons résultats. C'est une classe 2, donc on va courir avec des équipes qu'on n'a pas l'habitude de courir, des étrangers, des professionnels. Donc pour nous c'est valorisant d'être au départ d'une course comme ça. Créé en 1960, le Tour du Loir-et-Cher attire de plus en plus de coureurs professionnels. D'un haut niveau sportif, la course est donc l'occasion pour les équipes amateurs de se mesurer aux pros. On est là pour l'expérience et puis aussi avec quelques ambitions parce qu'on a des coureurs qui vont bien, donc j'espère que ça payera derrière. Mais bon voilà, le Loir-et-Cher c'est une grosse course, donc c'est pas toujours simple de sortir son épingle du jeu. Le Tour du Loir-et-Cher en est à sa 54e édition sans interruption. Fier de son succès avec le travail de 110 bénévoles, le président du Tour ne cache pas sa fierté. C'est une épreuve départementale qu'on a montée au niveau UCI et je dirais que, vu le plateau qu'on a aujourd'hui de coureurs internationaux, pour nous c'est une grande satisfaction. Vous savez, beaucoup de coureurs qui ont gagné le Tour du Loir-et-Cher sont passés professionnels dans l'année qui suit. Le départ de la première étape lance 5 jours de course sur les routes du Loir-et-Cher. En tout, les coureurs parcourront 861 km. Et le vainqueur de cette première étape est l'Allemand Tino Tommel de l'équipe NSP Ghost. Avant de se laisser, nous avons appris la mort de Zawuki, ce peintre franco-chinois qui s'est éteint en Suisse à l'âge de 93 ans. Il a laissé son empreinte en Touraine. C'est lui qui, en 2010, à la demande de Claude Roiron, alors président du Conseil général, avait réalisé les vitraux du prieuré Saint-Côme. 14 vitraux qui avaient été inaugurés en sa présence et en la présence de Dominique de Villepin, ami de Zawuki. Nous avions couvert l'événement à l'époque.
Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, l'invité de la rédaction, il s'agit de Françoise Amiot, conseillère municipale d'opposition à la ville de Tours. A tout de suite.